Vous retrouvez tout de suite Caroline Roux. Bonjour Caroline, Bonjour. Vous recevez ce matin Jean-Christophe Lagarde. Oui, Jean-Christophe Lagarde, il est le président de l'UDI, son parti qui n'a toujours pas tranché sa stratégie en vue des européennes, alors que tous les dirigeants européens se réunissent à Salzbourg. Au menu, les migrants et le Brexit. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bon, c'est fini l'affaire Benalla ? Je ne crois pas que ce soit fini, mais le cas Benalla ne m'intéresse pas. On a compris, les Français ont compris qui était ce monsieur, qui, parce qu'il était proche du prince, croyait qu'il était au-dessus des lois. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en réalité, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Benalla, il n'est pas le premier. On a eu les Irlandais de Vincennes, on a eu les écoutes de l'Élysée. Nous avons dans notre pays un problème institutionnel. Un excès de pouvoir est possible parce qu'il y a trop de pouvoir concentré à l'Élysée et pas de contre-pouvoir en face. Et moi, ce que j'attends d'Emmanuel Macron, c'est pas qu'il ait licencié tardivement Benalla, c'est même pas qu'on voit cette espèce de protection autour de Benalla à travers La République En Marche. C'est de dire, je garantirai aux Français, puisqu'ils voulaient faire de la politique autrement, que ça ne se reproduira pas après moi. Ça a existé sous Mitterrand, ça existe sous Macron. On peut prendre à Paris, il le dira. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça changera. Sauf que pour le faire, il faut changer les institutions et la Constitution. C'est-à-dire rééquilibrer les pouvoirs. C'est-à-dire faire en sorte que le Parlement ait des capacités de contrôle de ce qui se passe. Pourquoi, quand quelqu'un travaille à l'Élysée, il se croit au-dessus des lois? C'est ça qui ne va pas. Et ce n'est pas depuis Macron, c'est depuis la Ve République. Et vous savez, j'ai toujours cette image en tête. Quand quelqu'un travaille à la Maison-Blanche, il fait gaffe avec qui il va boire une bière le soir après le boulot. Parce qu'il sait qu'il est sous la surveillance permanente, à la fois des journalistes et des parlementaires. C'est un meilleur modèle, Jean-Christophe Lagarde, vraiment. En tout cas, sur l'équilibre des pouvoirs, il y a des choses dont on doit s'inspirer en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Vous savez, tant que vous n'avez pas d'équilibre des pouvoirs, celui qui a le pouvoir ou son entourage peut être tenté d'en abuser. C'est ce que disait Montaigne, c'est toujours d'actualité. Et en abuse Emmanuel Macron lui-même? Je ne suis même pas persuadé pour le compte que ce soit de son fait. Mais le problème, c'est que tant que vous laissez des gens dans la situation où on peut... Vous savez, regardez, pourquoi les policiers, finalement, ne l'ont pas arrêté? Pourquoi on lui délivre un permis de port d'armes? Hier, on l'entend mentir sur l'objet du port d'armes pour assurer les missions de police auprès du président de la République. Comment on peut assurer les missions de police auprès du président de la République alors qu'on n'est pas policier? Ils disent pour se protéger lui-même, c'était ça sa version. Oui, lui, il dit ça, mais ça, c'est un mensonge qui, d'ailleurs, devrait être poursuivi dans les tribunaux parce qu'il n'avait pas le droit de mentir. Mais il n'avait pas le droit de mentir devant la commission d'enquête, Madame Roux. Il est passible de sanctions. Évidemment, et d'ailleurs la préfecture de police l'a confirmé, il a été délivré, ce permis de port d'armes, parce qu'il avait des missions de police, alors qu'il n'était pas policier. Et pourquoi on lui donne finalement? On lui donne, comme tout le reste d'ailleurs de cette affaire, parce que comme il est proche du président de la République, les administrations elles-mêmes n'osent pas s'opposer. L'équilibre des pouvoirs, ça évite ce genre de dérive. Ce sera en tout cas le combat de l'UDI. Un ministre de l'Intérieur qui annonce son départ, une députée En Marche qui rejoint d'ailleurs votre parti, l'UDI, c'est un délitement. Elle a raison. Bon, vous n'avez pas mis le contraire, en même temps, je ne suis pas étonnée. C'est un délitement de la Macronie ou, comme certains le disent aussi, c'est une clarification nécessaire. Bon, ni l'un ni l'autre. Je crois que d'abord, je ne partage pas le procès fait à Gérard Collomb. Dire dès maintenant qu'il sera candidat au municipal, plutôt que de faire comme beaucoup ont fait, en se cachant, en restant ministre, en faisant les malins et puis débouler au dernier moment dans la scène, je trouve ça plutôt honnête. Et ce qui m'inquiète simplement, c'est que 9 mois, c'est long et que les chantiers qui sont nécessaires au ministère de l'Intérieur risquent d'être retardés. Peut-être même pas par le fait de Gérard Collomb, mais parce que ceux qui savent qu'ils vont partir et qui ne veulent pas de telle ou telle réforme, ils vont attendre. Donc il vaut mieux qu'ils partent dès maintenant? Ça serait sans doute, en tout cas de façon plus brève, sans doute, oui. Je me souviens vous avoir reçu au tout début de l'élection d'Emmanuel Macron. Vous étiez plutôt séduit par la démarche, par le personnage, par la méthode. Vous êtes déçu aujourd'hui et est-ce que vous considérez, quand on voit les sondages, il y a 19% de Français seulement qui approuvent son projet et sa politique, pourquoi ce retournement si violent? Je suis déçu, moi, pas désespéré et combatif. Parce qu'en réalité, Emmanuel Macron a fait des choses positives. La réforme, et que les différents partis politiques n'étaient pas parvenus à faire. Réforme du travail, réforme de la SNCF, l'éducation nationale qui va mieux. Mais à la sortie, on a l'impression en cette rentrée que c'est tellement brouillon qu'ils perdent le fil du quinquennat. Il y a des erreurs commises sur l'APL, sur la CSG, mais il y a aussi des choses qui avancent. Simplement, le sentiment désagréable que j'ai, je crois qu'ont beaucoup de Français, c'est finalement, ils n'écoutent déjà plus. Or, moi, j'invite le président de la République à retrouver le fil de son mandat et à commencer à écouter un peu plus. Son ministre de l'Intérieur lui disait un peu d'humilité. Moi, je lui dis un peu plus d'écoute vous ferait du bien parce qu'il y a des choses courageuses que vous entreprenez, mais apprenez aussi à corriger vos erreurs et à les entendre avant de les commettre. Puisqu'il y a de bonnes choses encore dans le début de quinquennat d'Emmanuel Macron, est-ce que ça vous encourage à faire cause commune avec lui pour les européennes? Non, moi je ne ferai pas de l'élection européenne un enjeu national. Je trouve ça ridicule. Quand j'entends Mélenchon vouloir faire un référendum pour ou contre Macron, quand j'entends les uns et les autres, finalement, Mme Le Pen vouloir faire le match retour de l'élection présidentielle. Je dis aux Français, l'élection européenne, ce n'est pas le match retour de l'élection présidentielle. En ce moment même,
on a des Américains qui nous font une guerre commerciale et qui cherchent à démolir l'Europe. En ce moment même, le président chinois est en train d'acheter des actifs stratégiques en Europe qui vont détruire nos emplois. En ce moment même, en permanence, la Russie exerce des pressions. Aucun de nos pays, et pas plus la France que les autres, n'est capable de résister à tout ça tout seul. Et donc c'est ensemble qu'on est capable de le faire. Simplement, qu'est-ce qu'on fait? On se refuse les moyens. Avec le sommet de Salzbourg aujourd'hui, et sous la pression de qui? Il ne faut pas raconter d'histoire. Sous la pression des Salvini, le président hongrois, Viktor Orban. Des Orban, sous la pression de ceux qui veulent aussi de l'intérieur démolir l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui, elle a des ennemis à l'intérieur et une cinquième colonne à l'extérieur, et une cinquième colonne à l'intérieur. Et pour tout vous dire, je trouve que ceux qui sont aujourd'hui les porteurs de l'idée de cette cinquième colonne devraient être sanctionnés par les Français. Et je dis aux Français, attention, si vous ne relevez pas le vrai défi européen, c'est nous qui allons payer les pots cassés. Pas les Américains, pas les Chinois, pas les Russes. Justement parce que le diagnostic est précisément celui que vous venez de faire. Est-ce que ça ne plaide pas pour une alliance, une union des Européens, on va les résumer comme ça, autour d'Emmanuel Macron, autour d'Alain Juppé, que vous avez vu et auquel vous parlez visiblement assez souvent, avec les centristes de l'UDI, justement parce que, sans doute pour la première fois, la démocratie fait plus l'unanimité aujourd'hui en Europe. Les votes populistes sont passés en Europe de 5 à 25%. Pour toutes ces raisons-là, pourquoi ne pas unir vos forces? C'est des questions d'appareil. Parce que c'est offrir la possibilité, pas du tout, c'est offrir la possibilité à tous ceux qui veulent démolir l'Europe d'exercer, comme le disait Mélenchon, un référendum pour ou anti-Macron. Donc vaut mieux diviser. Et moi, ce n'est pas une question de division. On peut défendre l'Europe à plusieurs voies, d'abord. Et deuxièmement, dans une campagne électorale où M. Mélenchon dira « c'était pas bien de baisser les APL », il a raison, mais ce n'est pas une raison de voter pour les élections européennes parce que ça ne changera pas les APL. Dans une élection où Mme Le Pen prétendra qu'on a ouvert les frontières, alors qu'en réalité, c'est elle et ses amis qui empêchent qu'on crée des gardes-frontières européens qui nous permettraient effectivement de protéger nos frontières et d'éviter, tout ce qu'on voit autour des bateaux qui arrivent. Voilà la réalité. Et donc, ce n'est pas en caricaturant le débat dans un truc franco-français qu'on y arrivera. Voilà. Et si tout le monde se met ensemble, ma crainte, c'est qu'on se trouve dans un référendum pour ou contre le gouvernement, ce qui ne m'intéresse pas. Ça veut dire que cette hypothèse est totalement exclue à l'heure où on se parle? Non, j'ai pas dit. Je viens de vous dire que ce qui m'interroge, c'est ça. Et donc, nous avons un débat à l'intérieur de l'UDI et nous regarderons ça. L'élection européenne, elle est au mois de mai. Je pense que la décision, elle sera en décembre ou en janvier. L'Europe joue sa survie? L'Europe, elle est en train vraisemblablement de mourir si elle ne relève pas rapidement la tête. Elle a, comme je vous le dis, des ennemis à l'extérieur et des ennemis à l'intérieur. Elle n'est plus capable de porter des projets communs. Et je pense une chose, c'est qu'il faut que les pays comme la France et l'Allemagne finissent d'une certaine façon par faire une seconde Europe. Ceux qui veulent vraiment créer une capacité à ne pas subir le reste du monde. Et puis, M. Orban, s'il veut se retrouver seul face au reste du monde, qui se débrouille? S'il veut se retrouver sans nos subventions, qui se débrouille? M. Salvini, s'il pense que l'Italie va pouvoir résister à la Chine, aux États-Unis et à la Russie, qui se débrouille? Il faut qu'ils arrêtent de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est pareil pour Mme May. Le Brexit, et je le dis parce que je serai très attentif à ce que fera M. Macron là-dessus, ils ne peuvent pas être dedans et dehors. Ils ont choisi d'être dehors, c'est pas pour être dedans, profiter des avantages et ne plus avoir les obligations. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, c'est à vous. Merci.